regarder sans être vu. Tel est l'esprit de la surveillance. Elle est présente depuis toujours dans la vie des citoyens. Mais en une dizaine d'années, au rythme des avancées technologiques, nous assistons à une révolution. La surveillance ciblée s'est transformée progressivement en une surveillance de masse à l'échelle planétaire. Jadis concentrée sur l'espace public, elle pénètre désormais notre vie privée. On ne peut plus fermer la porte ou tirer le rideau chez soi. Ce regard invisible s'est installé dans notre intimité. Objets et jeux connectés, activités sur les réseaux sociaux, détails de géolocalisation de nos smartphones, requêtes sur les moteurs de recherche. Notre vie en ligne se transforme en données. Des informations qui, une fois traitées, construisent une nouvelle forme d'identité dont nous n'avons pas le contrôle. Car nos vies privées peuvent être mises à nu en quelques instants. C'est ce que nous allons voir grâce à ce film de prévention commandité par la Fédération belge du secteur financier. Ces passants pourraient être vous. Dag Fien. Dus Caroline. Dag Fien. Dus Caroline. Insecten. Alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, €795.000. Ja, eigenlijk. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Quelques minutes seulement ont suffi à 4 hackers pour obtenir toutes ces informations. Cette expérience est un avertissement. Notre vie en ligne ne nous appartient pas. Jamais nous n'avions été autant scrutés. 70% de nos appels entre téléphones portables sont enregistrés. Des millions d'heures de discussions par webcam ont été détournées par les services secrets. Notre existence est désormais accessible sur Internet sous la forme de bases de données. Et les centres de stockage gardent en mémoire les moindres détails de notre vie. Qui enregistre ces renseignements précieux? Comment sont-ils exploités? Et dans quel but? Nous avons mené l'enquête pendant 2 ans entre l'Europe et les États-Unis. Nous sommes allés à la rencontre des spécialistes de la surveillance numérique, des hackers et des lanceurs d'alerte, mais aussi des géants du web comme Google ou Facebook et des services secrets qui traitent et collectent nos données. Alors que les frontières entre surveillance, technologie et pouvoir s'atténuent, nous allons voir que les clivages se creusent entre 2 camps. D'un côté, les défenseurs des libertés individuelles et de l'autre, les partisans de la cybersurveillance. Un changement de paradigme qui peut entraîner les citoyens vers un nouveau modèle de société. Mark Rottenberg est un juriste de réputation internationale. Il a été auditionné des dizaines de fois par le Congrès et le Sénat américains pour son expertise de l'Internet. Il préside l'Electronic Privacy Information Center, l'une des principales associations de protection de la vie privée. Je pense que nos sociétés modernes sont confrontées à un choix à propos du futur. Et c'est fondamentalement un choix politique. Je pense qu'on pourrait peut-être décider de s'en moquer. Décider que ce n'est pas très important pour nous que le gouvernement collecte toutes ces informations. Que nous ne nous préoccuperons pas de savoir si nos enfants grandiront dans un monde sous surveillance constante. Je pense que cela peut arriver. Il y a des gens qui partagent ce point de vue. C'est la vie moderne, on s'habitue. Mais j'espère que cela n'arrivera pas. Parce que je pense qu'un futur comme cela serait une prison digitale.
Nous ressentirons ce que les gens vivent quand ils sont en prison. Nous abandonnons une part de nos libertés en acceptant la surveillance de nos vies privées. Aujourd'hui, dans le monde, deux visions coexistent et s'affrontent sur le terrain de la surveillance. Certains se rebellent contre ces atteintes à la vie privée au nom de la liberté individuelle. D'autres, au contraire, voient les évolutions technologiques comme un moyen privilégié de renforcer le niveau de sécurité. C'est aux États-Unis, où l'espace public peut être surveillé sans autorisation juridique, que s'est développée une initiative de surveillance collective pionnière, le projet NOLA. Les citoyens sont au cœur de ce projet de vidéosurveillance communautaire. Nous voulions une caméra là-haut. Nous en voulions une autre au coin là-haut aussi. Nous en avons aussi au-dessus de la porte principale. Que se passe-t-il quand chacun devient le surveillant de l'autre? Je peux voir 32 caméras à tout moment, depuis n'importe quel ordinateur ou iPhone. C'était vraiment excitant de découvrir que mes caméras étaient reliées directement à la police. Je pense que c'est une nouvelle alternative que les policiers aident des gens. C'est important qu'à la Nouvelle-Orléans, les gens s'engagent dans le dispositif de lutte contre la criminalité. Le nombre de policiers diminue, et d'un certain point de vue, nous n'avons ni assez de policiers, ni assez d'yeux dans la rue. L'hyperconnectivité a permis à un ancien policier, Brian Lagarde, de mettre en place un système de surveillance privée au potentiel de développement illimité. Toutes les images captées par les caméras des citoyens convergent vers ce centre de traitement. Le projet NOLA est un formidable allié pour le département de police, parce que nous réunissons des citoyens grâce aux technologies modernes, des technologies de pointe. Nous combinons ces moyens pour que police et citoyens travaillent main dans la main. Les caméras sont hébergées chez des habitants ou dans leurs entreprises, pas sur des poteaux téléphoniques, ni dans des espaces publics. Tous sont volontaires pour héberger une caméra qui permet, grâce à leur connexion Internet, de faire converger les signaux vidéo vers ce bâtiment où nous pouvons les enregistrer gratuitement. En Europe, il est formellement interdit de filmer le jardin de son voisin. Ici, non seulement c'est possible, mais les images peuvent être diffusées sur Internet. Avec mon voisin, tous les deux, nous avons décidé de faire converger nos caméras. Donc, quel que soit le sens de déplacement d'un individu, nous pouvons filmer son visage. Comme vous le voyez, la mienne pointe dans cette direction et celle de la maison de mon voisin de mon côté. Ce sont des caméras à haute définition à vision nocturne. La nuit, elles émettent une petite lueur et vous voyez vraiment bien. Ça marche du tonnerre. Pour ma part, j'enregistre dans la maison. Le projet NOLA, grâce à Internet, a accès à ces caméras. Nous pouvons transmettre instantanément une vidéo à un officier de police de garde. On voit ici un vol à la tire. Ces deux personnes ont volé une dame. Ils l'ont frappée et l'ont dépouillée de son sac à main. Nous avons bien aidé la police. Nous avons été capables d'identifier les auteurs et nous avons leur image avec le sac de la dame. Et celui-là qui rigole en s'échappant, quand il ira devant le tribunal, il va passer un sale quart d'heure. Le juge ne va pas apprécier de le voir rigoler comme ça. Les enregistrements des 770 caméras que nous avons dans le réseau peuvent être utilisés devant une cour de justice si des méfaits se produisent. Regardons ce matin. Quelqu'un qui part au travail. Il y a une voisine debout devant sa maison. On peut voir son visage.
Je pense que nous abandonnons un peu de notre liberté, mais nous gagnons beaucoup en sécurité. Donc c'est un équilibre, et nous avons trouvé un compromis plutôt satisfaisant. C'est ça l'enjeu. Et nous sommes en train de gagner. Le mot sécurité est de plus en plus associé à la surveillance. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des plus grands chercheurs mondiaux en la matière. Professeur à l'université de Kingston, le sociologue David Lyon dirige le laboratoire de recherche sur la surveillance où il étudie depuis 20 ans son impact sur nos modes de vie. Il y a une question d'équilibre ou de tension entre liberté d'un côté et vie privée de l'autre, mais aussi entre sécurité et liberté. C'est vraiment là que se situe le débat. Cependant, il me semble que la vraie question reste à être posée. Le mot sécurité est l'un des mots les plus importants dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est aussi le moins bien défini. La définition du mot sécurité suscite beaucoup d'interrogations, en particulier quand on l'associe avec ce que l'on appelle la sécurité nationale. Qu'est-ce que la sécurité nationale? La sécurité nationale de qui? Sommes-nous en train d'essayer de protéger ou de conserver? Je pense que ces questions sont fondamentales. Dirigeons-nous maintenant vers ceux qui pensent que la sécurité ne justifie pas un renoncement à nos libertés fondamentales. C'est un maître de la technologie, l'ingénieur allemand Carsten Noll, qui nous donne rendez-vous à Berlin, au Security Research Lab, son laboratoire de recherche en sécurité informatique. Son entreprise s'est bâtie une réputation internationale en révélant les failles des réseaux de téléphonie mobile. Il a lui-même cassé le code de sécurité de la carte SIM qui équipe tous nos téléphones pour en prouver la vulnérabilité. C'est donc pour renforcer la sécurité des réseaux informatiques que l'on fait appel à son expertise. Ce docteur en sciences sait surtout comment l'usage de ces nouvelles technologies permet de pénétrer l'intimité et la vie privée de chacun. Je fais partie de cette culture qui croit encore en la sphère privée. Et je ne peux pas admettre que les gens aient renoncé à avoir une vie privée. C'est pourtant déjà le cas dans certains endroits du monde, et surtout chez les plus jeunes. Si nous voulons conserver une sphère privée, il nous faudra apprendre très activement à la défendre. Les États essaient bien sûr de faire le contraire. Sous couvert de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, on inculque aux gens qu'il faut renoncer un peu plus chaque année à leur vie privée pour aider les États. Et par là même, on aide ces autres sortes d'États, que sont Google et Facebook, qui nous confisquent de plus en plus l'espace où nous pouvons nous exprimer. Si l'État ne fait rien, et surtout si on n'éveille pas les jeunes générations à l'importance de la vie privée, alors cette vie privée, bientôt, ne vaudra plus rien. Et c'est pour protéger notre vie privée que le 5 septembre 2001, quelques jours avant l'attentat du World Trade Center et du Pentagone, l'Union européenne s'apprête à voter des sanctions historiques contre les États-Unis pour qu'ils cessent d'espionner à grande échelle, appels téléphoniques, fax, et surtout qu'ils renoncent à la mise en place d'une surveillance des emails. L'Europe savait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la NSA, aux côtés des services de renseignement de ses alliés anglo-saxons, surveillait le vieux continent dans le cadre du programme appelé Échelon. Mais une semaine plus tard, le 11 septembre 2001, les attentats qui frappent l'Amérique balaient définitivement cette initiative européenne. Les champs d'action de la sécurité ont été bousculés en l'espace d'une journée à l'échelle mondiale. George W. Bush signe le Patriot Act, une loi antiterroriste qui met en place le plus ambitieux projet de surveillance de l'histoire, avec l'aval de l'Europe. This new law that I signed today will allow surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones. As of today, we'll be able to better meet the technological challenges posed by this proliferation of communications technology.
Le concept de terrorisme a été véhiculé avec une connotation particulière. En pratique, il était fréquemment associé avec certains groupes. Il s'agissait de ceux ayant les caractéristiques soi-disant musulmans ou arabes. Et cette appellation a continué à définir ce qu'était le terrorisme. L'un des problèmes fut la manière dont la surveillance se développa après le 11 septembre, en utilisant ces mêmes concepts, c'est-à-dire terrorisme ou terroriste, pour inclure d'autres groupes activistes. Au cœur du système de surveillance post-11 septembre, un homme bénéficiait de toute l'attention du président américain en matière de politique sécuritaire. Désormais associé dans un cabinet d'avocats influents, Stewart Baker fut conseiller général de la NSA et vice-ministre en charge de la sécurité intérieure de George Bush. Il est l'un des maîtres d'œuvre des ambitions sécuritaires américaines. Je ne pense pas qu'il y a une quelconque volonté que la population des États-Unis puisse être contrôlée sur à peu près tout. Mais dans de nombreux cas, vous devez regarder toutes les informations au sujet de la population tout entière pour trouver ceux qui tentent d'échapper à votre contrôle en se cachant de vous. C'est souvent, quand vous regardez toute la population, que les gens à risque, les coupables, ou ceux qui sont plus à risque que d'autres, seront surveillés comme il se doit. La sécurité devient l'enjeu central de la politique du gouvernement américain. Entre 2001 et 2013, le budget total du renseignement sera doublé pour atteindre 40 milliards d'euros, dont un quart réservé à la NSA, les yeux et les oreilles des services secrets. Le quartier général de l'agence, situé dans le Maryland, est interdit aux journalistes d'investigation. La NSA nous a fourni ces images officielles dignes d'une série télé bas de gamme où les mêmes comédiens figurent à chaque plan pour nous faire une idée du travail des 15 000 agents du site. Que cache cette façade derrière laquelle on peut surveiller la vie de tous les citoyens du monde? Parmi ceux qui connaissent le fonctionnement secret de l'agence, rares sont ceux à avoir brisé le silence. Dans une forêt des environs du siège de la NSA, nous rencontrons Thomas Drake, un ancien officier de la Navy engagé par l'agence en 2001 pour encadrer des opérations de surveillance. Quelques mois plus tard, révolté par les procédés, il s'oppose à sa hiérarchie au péril de sa vie. Je me suis confronté à mon supérieur immédiat, le numéro 3 de la NSA. Je l'ai dit, nous sommes engagés dans la surveillance à très grande échelle des Américains et sans mandat. Il m'a répondu, vous ne comprenez pas, tout est différent maintenant. Il a dit que nous vivions dans des conditions d'urgence et que des moyens extraordinaires étaient nécessaires pour faire face à de telles menaces et que nous avions besoin des données. Il a dit, ne pose plus de questions si tu veux rester avec nous. Et ce n'était pas qu'une simple menace. Après ces révélations, en 2006, Thomas Drake est accusé de haute trahison. Il risque la prison à vie. Après 5 années de procédure, faute de preuves, les charges sont abandonnées. In 2006, I came under direct investigation by the U.S. government. Why? Because I was disclosing crimes being committed by the U.S. government against its own people in total violation of the Fourth Amendment. All done in secret, and all done in secret because the executive decided, you know what? We don't have to have an open and free democracy. We don't need transparency. We will determine in secret what's best for the American people, and we will keep them safe on our terms. Dans un état de surveillance, par définition, tout ce qui est surveillé est suspect. Même si vous ne faites rien de suspect, ça n'a aucune importance. Par définition, en étant objet de la surveillance, vous êtes automatiquement suspect. Le vrai danger, c'est qu'à la fin, tout le monde soit supposé être suspect jusqu'à preuve du contraire. C'est complètement nouveau, même aux États-Unis, où le système judiciaire est basé sur ce principe. Tout cela se passe en grande partie dans le secret. Et ceux qui tiennent les rênes de cette politique ne sont pas prêts à les abandonner.
C'est tellement séduisant d'avoir toutes ces informations disponibles, toutes ces données disponibles en pianotant, ou même parfois dans ce cas, à portée d'un simple clic de souris. À Montréal, la société Ubisoft a fait de la cybersurveillance le moteur d'un jeu vidéo, Watch Dogs. Dans ce jeu, l'usage du smartphone remplace celui des armes à feu des jeux d'action. Il a fallu 5 années d'enquête et de travail à pas moins de 400 développeurs pour mettre au point Watch Dogs, une aventure bien moins futuriste qu'elle n'y paraît. Tout est connecté. Feu de circulation, caméra de surveillance, train, smartphone. Chaque minute, 27 800 photos sont partagées sur Instagram. 1 875 000 gènes sont distribués sur Facebook. Et 200 millions d'emails sont envoyés. Le monde hyper connecté est là. Rendez-vous sur Watch Dogs, We Are Data. Dans Watch Dogs, on s'est intéressé à un concept qu'on a nommé Digital Shadow, l'ombre digitale. C'est un peu tout ce qu'on laisse derrière nous, toutes les traces qu'on laisse derrière nous à travers la connectivité, à travers le monde de l'Internet, de l'information numérique. Donc, on s'est intéressé à ça, puis on s'est intéressé à qu'est-ce que les différentes factions de notre société et les différents groupes de notre société peuvent faire pour exploiter cette information-là. Donc, c'est pas seulement les gouvernements, c'est aussi les entreprises, c'est des groupes criminels, c'est même aussi le citoyen, comment un citoyen peut utiliser, autant pour le bien que pour le mal, sa capacité d'être connecté avec cette masse d'informations-là. Watch Dogs, c'est le prolongement ludique de notre société hyperconnectée. Un monde où chacun laisse derrière lui une nuée d'indices, de données utiles, de renseignements potentiellement compromettants. Un monde où les objets connectés sont autant de mouchards qui enregistrent nos moindres faits et gestes en permanence. Everything and everyone is connected. You can hack into anyone's life. Tap their phones, their music, their accounts. Identify criminals, disrupt communications, roadways, infiltrate private homes. J'espère et j'imagine qu'une fois fini le jeu, les joueurs vont prendre leur téléphone et immédiatement faire un lien direct entre l'univers du jeu et le monde extérieur. La frontière entre les deux univers est mince. Nous sommes profondément connectés avec le monde réel, d'une manière que nous n'avions jamais envisagée. I know the truth. I know how you think. I see the digital shadow you cast. You lie to everyone else. You can't hide from me. I'm going to find you and expose you to the world. Mais quelle part de notre vie serait ainsi accessible, permettant de dévoiler notre intimité et nos comportements? Kenneth Coukir, rédacteur en chef de la rubrique technologie à The Economist, a enquêté sur les traces que nous laissons dans notre vie connectée qui préfigure une nouvelle forme de surveillance. La quantité d'informations devient énorme, bien plus que par le passé, parce que nous pouvons maintenant les stocker et les traiter. Les entreprises d'incitation à la consommation les stockent parce que ce sont des données de grande valeur, au point qu'aujourd'hui, nous avons tous une sorte d'avatar qui nous suit, comme une sorte d'esprit de la mythologie grecque. En même temps, nous habitons encore dans notre vie physique, et c'est cet univers qui est dans nos pensées.
Puisque nous ne pouvons pas la voir, nous ne comprenons pas à quel point cette ombre digitale qui nous suit est immense et a de la valeur, et nous ne pouvons pas la protéger. Mais comment se forme notre ombre digitale? Nul ne peut imaginer ce qui se cache derrière une simple connexion à Internet. Le logiciel CookieViz, mis à disposition des citoyens par la CNIL, permet de visualiser les mouchards numériques qui viennent s'attacher à notre adresse IP pour nous épier. Ce sont ces petits espions appelés cookies qui apportent la matière première aux sociétés de statistiques et d'analyse. Au bout de quelques minutes de connexion, aussi bien sur un site d'information que de commerce, une myriade de ces cookies détectent notre présence et enregistrent nos données. Chaque point bleu est une entreprise privée qui espionne notre navigation Internet. L'authentique surveillance dont tout le monde parle va loin, jusqu'à l'interception des conversations privées ou la surveillance à grande échelle des moyens de communication privés, dans le but d'acquérir une connaissance profonde des individus. Non seulement ce que fait Google est nuisible, mais le pire pour nous, les utilisateurs, c'est qu'ils ne considèrent même pas que nos données sont privées. Par exemple, pour nos clics sur des liens, si l'on considère toutes ces actions d'une façon isolée, elles n'ont aucune signification. Par contre, considérées comme un ensemble, elles permettent d'interpréter précisément notre caractère et notre état émotionnel pour nous classer par catégorie. Nos actions, transformées en données, constituent une mine d'or pour Facebook. Sur son site Facebook for Business, destiné aux entreprises, le réseau social se vante du trésor de profils personnalisés que constituent ses membres. Ce qui intéresse Facebook, c'est le profilage précis qu'il tire de nos publications. Une surveillance invisible qui permet ensuite des publicités personnalisées. Par exemple, la catégorie « Personnes aisées », une cible privilégiée de certains annonceurs correspondant aux 13% des Français les plus riches. Près de la moitié d'entre eux sont inscrits sur Facebook. Et le site, qui décortique leurs goûts et leur comportement au quotidien, sait quantifier leur probabilité d'achat sur différents types de produits. Plus 30% de chances d'acheter des cosmétiques à plus de 75 €. Plus 33% pour les robes à plus de 1000 €. Plus 40% pour les montres au-delà de 750 €. Ce saut qualitatif sans précédent en analyse et en traçage des comportements permet d'influencer le pouvoir d'achat de plus d'1,3 milliard d'utilisateurs qui se voient proposer de la publicité individualisée. C'est ce potentiel qui attire les plus grandes marques de la planète et font de Facebook un géant de l'Internet. Aux côtés des majors de la Silicon Valley, Apple, Google et Amazon, connus comme les GAFA, ils forment un quatuor dont la capitalisation boursière dépasse 1500 milliards de dollars, soit plus que les 4 plus grandes sociétés pétrolières mondiales. Et les données qui font la richesse de ces entreprises sont vouées à croître de façon exponentielle avec les objets connectés qui viendront faciliter nos existences et épier tous nos comportements. Nous ne sommes plus des clients. Nous sommes plutôt les marchandises. Nous sommes les données et Internet est un marché où des données sont commercialisées. Nous sommes comme des pions qui sont échangés entre les entreprises qui monnaient ces informations. D'ailleurs, personne ne devrait être surpris par le fait que l'Internet est plus ou moins gratuit. C'est parce que nos données sont analysées et revendues. Cependant, personne ne connaît les conséquences à long terme de ce marchandage. Même Google ne sait pas encore quelles analyses ils feront dans 5 ans avec toutes les données qu'ils ont aujourd'hui. Cette masse de données gigantesque, plusieurs milliards par seconde, est stockée dans ce que les opérateurs de l'Internet ont dénommé le cloud, le nuage.
Bien que ce nom commercial laisse à penser qu'il n'existe pas de traces matérielles de nos données, ce nuage cache pourtant un stockage bien physique. Dans un arsenal de hangars protégés comme des bases militaires et interdits d'accès aux journalistes, sont copiées, stockées et traitées toutes les données collectées par les applications de Google. Email, photos, vidéos, requêtes sur le moteur de recherche, toute notre empreinte numérique est conservée dans ces bâtiments industriels posés aux quatre coins du monde et reliés en réseau. Un des faits remarquables, c'est que des entreprises peuvent facilement en savoir plus sur vous que vous n'en savez vous-même. Considérons Google, par exemple. Il garde pendant 5 ans votre historique de recherche. Et donc tout ce qui vous a intéressé. Je ne me souviens pas de tout ce qui m'a intéressé la semaine dernière. Mais si quelqu'un va chez Google et demande qu'est-ce qu'une personne en particulier recherche et quelles sont ses croyances politiques, quels sont ses objectifs, ses préoccupations, Google pourrait probablement répondre à cette question bien mieux que nous le pourrions nous-mêmes. Je crois que cela fait partie de cette réalité en ce moment. J'aimerais que ça change. J'aimerais que tout ce qu'une entreprise sait sur nous-mêmes, nous le sachions également. Ainsi, nous laissons une trace indélébile de nos actions, de nos déplacements, de nos opinions et de nos envies. Mais que se passerait-il si un jour nous voulions avoir accès à cette boîte noire qui archive nos vies en ligne ? Que se passerait-il si nous voulions retirer ou modifier une information qui nous concerne? À La Corogne, nous avons rencontré le premier citoyen à avoir porté l'affaire devant la justice européenne. Un de mes clients m'appelle et me dit « Mario, tu sais que je t'ai trouvé sur Google ?» Je lui dis « Si tu cherches Pedro aujourd'hui et qu'il n'y est pas… » Il me demande « Dis Mario, il paraît qu'on t'a saisi des biens ?» Je dis « Quoi? Une saisie ?» Je ne me souvenais même pas de cette affaire réglée depuis 16 ans. Mario Costera est graphologue à La Corogne. En 1998, son appartement est mis aux enchères pour recouvrir des dettes de sécurité sociale. L'annonce légale est alors publiée dans le journal régional La Vanguardia. En 2007, quand le journal digitalise ses archives, Mario est automatiquement associé à cette affaire à la première page des recherches Google de son nom. Cela me porte préjudice parce que j'étais consultant d'entreprise. Qu'est-ce qui arrive à un consultant qui gère l'entreprise d'un autre? On te dit « J'espère que tu géreras ma société mieux que ta vie ». Depuis 7 ans, je n'arrête pas de donner des explications, jusqu'à ce que j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit, il faut en finir avec ça. Je suis allé chez Google pour leur dire, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. On me dit, pas possible de l'enlever, il faut voir avec le journal La Vanguardia. La Vanguardia ne veut pas l'enlever non plus. Alors, on écrit à Google et ils nous disent qu'on doit aller aux États-Unis où se trouve leur siège et que là-bas, ils vont traiter l'affaire. C'est l'impuissance de faire face à un géant. On se sent impuissant. On t'envoie aux États-Unis. Je dois payer un billet d'avion. Qu'est-ce que je fais? J'y vais et je paye un avocat à $5 000 de l'heure? C'est quoi cette folie? Pitié, c'est l'impuissance totale. Il y a un moment, on se dit, qu'est-ce que je fais? Évoquer le droit à la vie privée avec un moteur de recherche qui représente 97% des requêtes en Europe relève de la mission impossible. Le recours de Mario Costera pourrait faire vaciller le pouvoir du géant de la Silicon Valley. Après 6 mois de négociations avec Google, nous avons enfin pu pénétrer sur leur campus et obtenir un rendez-vous avec leur vice-président en charge des affaires juridiques, David Drummond. On doit trouver le juste milieu entre la préservation de la vie privée, l'information et l'innovation. Ce qui nous importe, c'est d'être sûr que nous protégeons bien la vie privée des utilisateurs, que les utilisateurs ont bien un choix et la transparence, qu'ils savent ce qui se passe, qu'ils puissent changer les choses, changer des réglages, que le partage de leurs informations est sous leur contrôle.
Mais ce que nous ne voulons pas faire, c'est d'interdire l'utilisation des données. Parce que les données, c'est important pour la société. Cela permet de l'améliorer grâce aux innovations, appliquer le big data aux problèmes médicaux pour soigner et à bien d'autres choses. Nous voulons être sûrs que nous avons la liberté d'innover, mais nous devons être clairs. Il y a des règles qui impliquent les choix des utilisateurs, la transparence et la capacité à changer les choses. Face aux géants de l'Internet, quelle est la marge de manœuvre des citoyens consommateurs dans la maîtrise de leurs données personnelles ? Du point de vue de ces géants de l'Internet, les réglementations nationales, ce sont des miettes. Ce sont des nuisances. Et c'est très embêtant. En s'appuyant sur cette idée que les gens doivent contrôler leurs données personnelles, cela amène à poser une question fondamentale à propos de la démocratie et du rôle de la loi. Qui doit avoir le contrôle des valeurs dans la société? Google est devenu un monopole de l'Internet. Aujourd'hui, même les seniors disent « je vais me connecter à Google ». Pas à Internet, mais à Google. On est en train de créer un monstre. Et ce monstre doit avoir une règle du jeu. Pourquoi? Parce qu'il entre dans nos vies. Et c'est comme ça que commence le totalitarisme. En se disant « je laisse faire ». Mais non, il faut lui mettre des limites et lui dire « tu peux aller jusque-là ça va, mais au-delà, c'est ma vie. Et sur ma vie, c'est moi qui décide. Je vais lutter contre un géant, je verrai bien où ça me mène. » Pour Mario, commence une traversée du désert. Rares sont les avocats prêts à se lancer dans une cause perdue d'avance. Après avoir essuyé le refus d'une vingtaine d'entre eux, un jeune juriste a accepté de s'occuper de son cas. Maître Munoz, spécialiste des nouvelles technologies, décide de dire tout haut ce que les États n'osent encore remettre ouvertement en question. Nous avons déposé 9 requêtes pour établir si un moteur de recherche basé aux États-Unis est assujetti à la législation européenne et si ce que fait ce moteur de recherche est un traitement de données ou non. Et c'est cela le cœur du sujet. Déterminer si les moteurs font un traitement de données, oui ou non. Et d'un autre côté, si l'Agence de protection des données a le pouvoir de sanctionner les pratiques de ces entreprises. L'Agence espagnole de protection des données, dont la mission est de veiller au respect de la vie privée des citoyens, se joint à la requête de Mario face à Google. Est-ce que les citoyens auront un droit opposable face aux moteurs de recherche pour qu'ils arrêtent de diffuser des informations personnelles qui n'ont aucun intérêt public? Parce que ces données diffusées massivement sur Internet engendrent des préjudices et peuvent, dans certains cas, violer leurs droits. Mario Costera est le premier citoyen à porter la question devant la Cour de justice européenne. Face à lui, Google joue alors son meilleur atout. Francisco Diaz, ancien bras droit du commissaire européen à la concurrence, Mario Monti, reconverti comme avocat des grands groupes monopolistiques, il dirige un pool d'une dizaine d'avocats. Résultat, la pression a payé. Le procureur lui-même considère que Google, en tant que moteur de recherche, n'est pas responsable du traitement des données. En conséquence, la plainte de Mario est irrecevable. Mais le dernier mot de cette affaire, mise en délibéré, reviendra au juge de la Cour européenne. Nous constatons des susceptibilités en Europe et ailleurs à l'égard des sociétés qui réussissent, qui ont une grande envergure et qui font bien les choses, qui sont importantes par leur taille. Nous l'avons constaté et avons toujours voulu continuer à écouter. Nous avons coopéré ces dernières années avec la Commission européenne dans ses enquêtes au sujet de notre moteur de recherche. Nous avons déjà obtenu un règlement là-dessus
et nous espérons que cela aboutira bientôt. Nous continuons à travailler avec les régulateurs et les législateurs européens pour nous assurer que nous obtiendrons le juste équilibre sur ces points. La loi européenne qui réglemente la protection des données date de 1995. L'Internet n'en était qu'à ses débuts. Par son action en justice, Mario a remis en cause ce vide juridique et a ouvert une réflexion sur le fond. Un an plus tard, contre toute attente, le verdict de la Cour européenne donne gain de cause à Mario et à l'Agence espagnole de protection des données. C'est une première mondiale. Le juge déclare que Google réalise bien du traitement de données. Mario Costera peut enfin demander le retrait de l'occurrence qui l'incrimine. Le géant de la Silicon Valley doit s'exécuter. Le droit à l'oubli devient un droit applicable à tout citoyen européen. Nous étions sur ce dossier depuis plusieurs années. Alors quand nous avons entendu le verdict de la Cour, nous avons été un peu surpris. Aujourd'hui encore, nous pensons que cette loi est une erreur et qu'il devrait y avoir un dialogue en Europe sur la façon de mettre en application la loi sur le droit à l'oubli. Et peut-être à travers de nouvelles lois et un nouveau dialogue pour voir comment la mettre en application d'une façon plus précise. Mais nous avons un problème, et nous aurons des problèmes pour la mettre en application. Parce que nous ne pouvons envisager la chose sans penser que, d'une certaine façon, nous censurerons l'information. Durant les dernières semaines qui viennent de s'écouler, nous avons eu à prendre des décisions très difficiles à ce sujet. Et une autre question est de savoir si une entreprise privée est le bon endroit pour prendre ce type de décision. Mais la Cour a dit que nous devions le faire. Cependant, cette décision de la Cour de justice est une demi-victoire pour les internautes européens. D'abord parce que Google devient juge et partie, mais aussi parce que les données de Mario seront encore visibles en dehors de l'Union européenne. Qui a le contrôle? Qui devrait avoir le pouvoir dans une société d'information? C'est une des questions fondamentales. Et bien sûr, étant donné l'évolution de la valeur de l'information, ces pouvoirs sont de plus en plus grands. C'est pourquoi, dans la refonte des réglementations européennes, nous devrons envisager maintenant le concept de méga-amendes. Des amendes en millions et possiblement en milliards d'euros pour être sûr que la dissuasion soit suffisamment forte. Et je suis sûr que si nous introduisons ces moyens plus puissants, on peut contrôler, réduire et diriger graduellement ces nouveaux pouvoirs. En réaction au développement fulgurant des captations et du stockage des données, des premières expériences de résistance citoyenne commencent à voir le jour. L'enjeu est complexe. Comment trouver des alternatives qui permettent à chacun d'entre nous de rester maître de ses propres données? Comment, au jour le jour, maintenir une vie connectée hors de portée des tentacules des géants de l'Internet? C'est le défi que s'est fixé Alex Pentland, directeur du Media Lab du MIT et grand défenseur de la vie privée sur Internet. La question, c'est comment contrôler notre identité numérique, notre moi numérique. La solution, qui n'est peut-être pas parfaite, est facile à mettre en place. Il faut que les gens reçoivent une notification quand on utilise leurs données, car les gens doivent comprendre vraiment comment sont utilisées leurs données, qu'ils aient le droit de savoir où vont leurs données. Tout comme vous avez le droit de disposer de votre corps, vous avez le droit de disposer de vos données. Cela s'appelle traçabilité et accessibilité. Comment sécuriser ces données? Par quels moyens redonner à chaque citoyen le contrôle de ses propres données?
C'est l'objet d'une expérience menée à Trent, dans le nord de l'Italie, avec la participation du MIT et d'Alex Pentland. Grâce à des fonds de l'Union européenne, de la ville de Trent et de sociétés de télécommunications, cette petite ville est devenue le laboratoire grandeur nature d'une dizaine de chercheurs. Alors qu'ailleurs nos données nous échappent, ici les chercheurs ont mis en place un cloud à l'échelle de la ville, dans lequel chaque participant possède une boîte personnelle et peut choisir les données qu'il veut partager avec la communauté de Trent. Avec les smartphones, on collecte beaucoup d'informations personnelles. Des informations sur leurs déplacements, les interactions qu'ils peuvent avoir, les informations qu'ils recherchent et qu'ils utilisent, et nous utilisons leurs informations en les mettant dans une boîte à données. Cette boîte, que l'on appelle Personal Data Store, est gérée de manière transparente. C'est-à-dire que les gens peuvent voir et vérifier où leurs données vont finir, qui les utilise et comment elles sont partagées. Ils sont 150 cobayes volontaires équipés de téléphones pipés à avoir donné mandat aux chercheurs pour qu'ils scrutent leur comportement personnel. L'objectif est de déterminer le bénéfice que nous pourrions tous retirer du contrôle total de nos données. Amy, une mère de famille américaine installée à Trent depuis quelques années, a accepté de participer à l'expérience pendant une année. Doing something similar to what I'm doing, or you did it earlier today? Qu'est-ce qui se passe avec mes données GPS? Comment ces données sont-elles rendues disponibles? Qu'est-ce qui peut être extrait de tout ça? C'est intéressant de savoir quelles sont réellement ces données. Et aujourd'hui, si je participe, c'est parce que je m'intéresse au type de données qui sont collectées sur moi. Et j'essaye de comprendre comment ces données peuvent être utilisées. Grâce au cloud sécurisé mis en place par le Living Lab, Amy pourra choisir les données personnelles qu'elle souhaite partager. Les chercheurs l'aident à déterminer quelles données elle a intérêt à rendre publiques pour en tirer socialement un bénéfice. Nous permettons aux personnes de décider ce qu'elles veulent partager avec les autres familles de la communauté. Cette idée part du principe que si les personnes connaissent le genre de données, le type d'algorithme et la façon dont elles sont utilisées, alors d'un côté les citoyens seront plus vigilants dans le partage de leurs données personnelles, mais de l'autre, ils partageront plus de données, car ils en retirent services et avantages. Cela va permettre la mise en place d'un système d'entraide entre les familles. En partageant avec d'autres leurs données quotidiennes de localisation, elles peuvent trouver une place dans une voiture pour accompagner leur enfant à l'école en covoiturage. Nous suivons Amy qui va visualiser ces données et choisir avec qui les partager. C'est la page principale qui donne accès à toutes nos informations. Ces informations-là sont sur mon profil. Je vois toutes les données qu'ils ont sur moi. Je peux décider de les rendre accessibles aux autres personnes qui participent au projet. Je peux voir aussi des informations de mon téléphone. Et je peux voir par exemple une amie qui participe elle aussi au projet. Ça, c'est une information qu'elle a décidé de rendre publique. La vie privée est différente de celle d'il y a 20 ans, avant que nous ayons nos appareils, les connexions Internet et toutes ces choses. Alors c'est vrai que fermer sa porte donne de l'intimité, mais nous sommes toujours en ligne. Donc des choses vont devoir changer si nous voulons garder une vie privée comme il y a 20 ans. Mais il faudrait être capable de maintenir un certain niveau de vie privée et pouvoir dire « je ferme cette porte et je ne partage pas cela ».
Vous voulez avoir la possibilité de vous déconnecter si vous n'êtes pas d'accord? Si vous donnez ce pouvoir aux gens, alors ils voudront partager plus. C'est comme cela que nous irons vers une société de partage et de créativité, qui est la société que nous voulons. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est bien mieux que ce que nous avons aujourd'hui? Oui. Doit-on le faire maintenant? Absolument. Parce que nous en arrivons à un moment où les multinationales, dans l'opacité et la NSA, commencent à nous voler notre liberté numérique, notre alter ego numérique. Ils se perdent dans la servitude et l'esclavage. Nous devons restaurer ou créer notre alter ego numérique et préserver notre droit à l'autonomie et l'indépendance de notre alter ego. Loin de Trent et du projet de sécurisation des données personnelles prôné par Alex Pentland, nous restons tous dénués de toute vie privée à l'égard de ceux qui ont la main mise sur l'Internet. Et sur ces serveurs, nous abandonnons une part de plus en plus grande de notre histoire personnelle à ces opérateurs qui ne sont pas prêts à partager leur contrôle. Plus on y laisse de nos vies, et plus ils viennent y chercher qui nous sommes, ce que nous aimons ou qui nous détestons. Les multinationales de l'Internet et les services de renseignement des pays technologiquement les plus avancés semblent partager cet objectif commun de réduire nos vies privées à néant. Nos données, stockées sans véritable contrôle, représentent un potentiel de surveillance massive jamais égalé, une nouvelle forme de pouvoir qui s'est concentrée outre-Atlantique. What I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. 3 mois plus tard, un simple administrateur système de la NSA, Edward Snowden, fait des déclarations de James Clapper un mensonge d'État. Il rend public des documents top secrets de l'agence qui révèlent l'existence de programmes de surveillance massive sur les citoyens américains, mais aussi sur ceux du monde entier. À la différence d'autres lanceurs d'alerte comme Thomas Drake, qui ont seulement témoigné contre la NSA, Edward Snowden est parti avec des milliers de documents top secrets de l'agence. Le premier document, publié le 6 juin 2013 par le journal britannique The Guardian, est un choc pour l'Amérique. Il s'agit d'un ordre ultra confidentiel de la Cour secrète de justice, la FISA, obligeant Verizon, l'une des grandes compagnies de téléphonie des États-Unis, à remettre à la NSA des informations complètes sur les appels de ses clients américains. Snowden est à la une de la presse internationale. L'avocate Jesslyn Radack, ex-membre du département de justice des États-Unis, qui avait défendu Thomas Drake et d'autres lanceurs d'alerte, prend en charge la défense d'Edward Snowden. Son cas devient une affaire d'État. Je prends cela au sérieux quand un ancien directeur de la CIA dit que mon client doit être pendu par le cou à un arbre et doit être lynché. Ou quand l'ancien directeur de la NSA plaisante avec le directeur des services secrets de la Maison-Blanche pour mettre mon client sur la liste des assassinats. Je ne ferai rien au hasard. Et je ferai le maximum pour encrypter et me protéger moi-même et mes clients. Et pas seulement Snowden, mais tous mes clients. Snowden transmet les milliers de documents qu'il possède à plusieurs journaux influents afin qu'ils poursuivent l'enquête. Une équipe du Washington Post recevra le prestigieux prix Pulitzer pour sa contribution. Parmi eux, Ashkan Soltani, journaliste indépendant, grand spécialiste de la sécurité et de la vie privée sur Internet. Même pour les surveillances officiellement mandatées par la Cour secrète de justice ou des organismes juridiquement habilités par la Cour secrète, le nombre réel de gens surveillés ne correspond pas du tout aux autorisations délivrées. Ainsi,
Si moi-même je suis une cible, alors tous ceux avec qui j'ai communiqué par email, chat, forum, etc., eh bien, toutes les données de ces personnes seront aussi collectées et stockées par la NSA. Il y a deux choses intéressantes dans cette façon de rechercher sur Internet. Imaginez que vous pêchez, par exemple, et vous voulez seulement attraper des crabes. Alors, vous remplissez un gros filet avec tout ce qu'il y a dans la mer, du poisson, des pieuvres et le reste, et vous ressortez tout ça. Et c'est le seul moyen d'attraper des crabes. Mais une fois que c'est fait, vous ne rejetez pas les pieuvres et le reste des poissons. Vous les gardez au cas où vous en auriez besoin plus tard. C'est ce qui ne va pas dans cette méthode. Le deuxième document publié secoue à nouveau la planète. Nom de code du programme dévoilé, Prism. Pour la première fois, apparaît au grand jour que la NSA utilise à des fins de surveillance les grands groupes de l'Internet. Dans ce document figure la liste des sociétés concernées et tous les domaines auxquels l'agence peut avoir accès. L'Internet est devenu le vecteur principal d'un modèle de surveillance de masse touchant tout le monde. Pour les entreprises comme Google, l'une des conséquences dramatiques des révélations Snowden, c'est que les gens ont l'impression que nous partageons sans discrimination nos données avec le gouvernement américain ou avec la NSA. Cela est très éloigné de la vérité. Tout ce que nous faisons, c'est de répondre à des demandes ciblées du gouvernement et nous y sommes obligés pour des raisons de sécurité nationale. Mais nous faisons bien attention à protéger nos informations et repoussons le gouvernement quand nous sentons qu'ils vont trop loin. Et nous nous assurons que nous sommes transparents à ce sujet. Nous avons publié là-dessus dans notre rapport de transparence. Et nous avons été clairs sur le point des informations que nous avons communiquées au gouvernement. Je ne peux pas l'affirmer plus clairement. Il n'y a pas de porte cachée dans notre système. Nous ne travaillons pas en coopération avec la NSA en partageant nos données. Encore une fois, nous répondons à des obligations légales. Ashkan Soltani a poussé l'enquête plus loin encore, démontrant que la globalisation des systèmes d'information est une aubaine pour les agissements de la NSA. Il y a aussi un second mode d'intrusion du gouvernement sur lequel j'ai écrit, en plus de la possibilité de collecter des données en les demandant à Google directement. Le gouvernement va et collecte aussi des informations sur les réseaux qui relient les différents serveurs de Google. Par exemple, Google a un serveur ici, en Caroline du Nord, et un serveur en Islande. Donc, quand je rédige un mail, parce que le cloud fonctionne ainsi, mon mail est stocké à plusieurs endroits dans le monde. Il existe en Islande une copie de ce mail que j'ai rédigé ici. Donc la NSA intercepte ces données aussi par ce circuit-là, sans le dire à Google, ce qui ne plaît pas du tout à la firme. Parce que d'un côté, le gouvernement les force à livrer leurs données, mais de l'autre, le gouvernement peut aussi les obtenir par une porte dérobée dans le système. L'onde de choc des révélations de Snowden n'ébranle pas que les géants du web. Face aux excès de la NSA, les services de renseignement occidentaux se sentent ridiculisés et demandent à ce que les États-Unis leur rendent des comptes. Bernard Barbier était l'un des dirigeants clés de la DGSE quand l'affaire éclata. Cet homme de l'ombre s'exprime pour la première fois devant un média. Ce qui a été même surprenant pour nous, qui étions des services, c'était, je dirais, l'aspect massif. C'est-à-dire que ces technologies qu'ont déployées les Américains leur a permis d'avoir un accès quasiment complet à l'Internet. Donc, en gros, j'écoute l'Internet mondial et puis je suis capable de le traiter. Et surtout aussi, la deuxième chose, je pense, qui est quand même extrêmement, je considère grave, et que nous, Français, ne faisons pas, c'était qu'ils n'avaient pas de règles de déontologie, en particulier vis-à-vis des pays alliés. Nous, les Français, nous sommes donnés nos propres règles de déontologie, hein, ce n'est pas la loi française qui nous l'oblige, mais en particulier sur le fait que nous n'espionnons pas nos alliés. Donc les Américains peuvent très bien... Voilà, moi je me suis expliqué avec eux, mais nous avons considéré qu'actuellement, en particulier en Europe,
Nous n'avions pas à espionner les Allemands et je dirais, nos voisins européens. Et cette déontologie, les Américains ne l'ont pas appliquée parce qu'ils considèrent que leur domination technique, finalement, leur permet de tout faire. Et en particulier de prendre un avantage vis-à-vis des autres pays. Au plus haut niveau européen, sur le plan politique, ce contexte inédit autant qu'exceptionnel bouleverse les règles du jeu. L'espionnage est une affaire ancienne. La pratique de l'espionnage existe depuis que les États existent. Depuis des années, je n'ai cessé de penser que mon téléphone était surveillé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les communications de tous étaient surveillées à l'échelle mondiale. C'est une nouvelle donne rendue possible par l'extension de l'utilisation des câbles sous-marins sur toute la planète. 99% des communications téléphoniques et de l'Internet mondial transitent par un réseau intercontinental de câbles sous-marins et de fibres optiques. Par le biais de ces points névralgiques, les données numériques sont interceptées et collectées. Le GCHQ, les services de renseignement de Sa Majesté, jouent un rôle crucial dans ce dispositif. Le journal The Guardian publie un document du GCHQ qui établit la collecte et le partage avec la NSA des communications, des emails, des posts Facebook, de toutes données qui transitent par ces câbles sous-marins. Mot d'ordre de la NSA, collectez tout. Nom de code du programme, Tempora. Sir David Hammond, ancien directeur des services de renseignement britanniques, désormais professeur au King's College de Londres, était au cœur du système d'écoute mondiale. Il reconnaît l'existence de Tempora. Le programme Tempora du GCHQ est un programme de stockage temporaire de données. Internet fait passer une énorme quantité d'informations par des tuyaux géants qui contiennent des câbles de fibre optique. Comme il est impossible de faire tout le traitement des données en temps réel, il faut stocker ces données pour une période limitée afin qu'elles puissent être traitées. Ainsi, vous pouvez aller voir sur les connexions Internet à large bande s'il y a des données concernant des terroristes, des criminels ou des forces hostiles que vous recherchez. L'éventail des programmes de surveillance mis en œuvre dépasse l'imagination. Il questionne le bien fondé de ce qui se fait dans l'ombre. Optic Nerve, révélé par The Guardian, est un programme du GCHQ qui avait enregistré 1,8 million de conversations sur webcam de Yahoo entre particuliers en Europe pour tester des systèmes automatiques de reconnaissance faciale et biométrique. « 200 000 de ces conversations enregistrées en toute illégalité étaient à caractère hautement sexuel. La plus stricte intimité violée en dehors de tout contexte légal. La liberté des citoyens laisse place à la raison d'État. Je pense qu'il fut complètement illégitime de voler autant de matériel d'une telle sensibilité. D'autant plus que maintenant, les journalistes réussissent à dévoiler par épisode le fonctionnement interne des services de renseignement. Nous aurons tous perdu et nous serons bientôt tous moins en sécurité à cause de ce genre de révélations. En pleine tourmente des révélations Snowden, Barack Obama est en visite officielle en Allemagne. Ce qui relevait du domaine du secret devient une affaire publique. La crédibilité des plus grands dirigeants de la planète est en jeu. The NSA issue, which obviously caused controversy back home, but also here in Europe. This is not a situation in which we are rifling through, the ordinary emails of German citizens or American citizens or French citizens or anybody else. This is not a situation where we simply go into the internet and start searching any way that we want. This is a circumscribed, narrow
system directed at us being able to protect our people, and all of it is done under the oversight of the courts. Et pourtant, même la chancelière allemande n'échappe pas à la surveillance de la NSA. Premièrement, c'est étonnant qu'un administrateur système puisse avoir accès à une telle quantité d'informations. Le deuxième point, c'est que jusqu'ici, l'échelle de l'utilisation de ces communications n'était pas connue, et cela change les termes de la discussion. Le troisième point, c'est que cela a créé des problèmes dans les relations germano-américaines. Nous travaillons à rétablir les rapports avec notre partenaire le plus important, de manière à défendre nos intérêts et soigner nos relations. Soit les gouvernements français, espagnols et allemands ne savaient tout simplement pas qu'il y avait les écoutes téléphoniques et des interceptions de communications électroniques, soit leurs objections sont hypocrites. Je pense que c'est probablement un mélange des deux. Il y a certainement beaucoup d'hypocrisie. Comme si rien ne s'était passé les semaines précédentes, en janvier 2014, le président Barack Obama limite la surveillance de la NSA sur le territoire américain en même temps qu'il reconduit les programmes de surveillance tous azimuts dans le monde. Un mois plus tard, le président François Hollande est en visite officielle aux États-Unis. Il y a une confiance mutuelle qui a été restaurée et qui doit être fondée à la fois sur le respect de chacun de nos pays, et également sur la protection de la vie privée, de ce qu'on appelle les données personnelles, de ce qui fait que chaque individu peut, malgré les progrès technologiques, être sûr qu'il n'est pas surveillé. L'exemple de l'espionnage des chefs d'État et des chefs de gouvernement, puis le geste symbolique d'Angela Merkel montrant son téléphone portable, a deux significations. Bien sûr, on ne doit plus mettre l'accent seulement sur le téléphone d'Angela Merkel, parce que ce sont désormais tous nos téléphones qui font l'objet d'une surveillance. Il ne faut plus seulement régler ce problème au niveau de certains chefs d'État, ou même savoir si 10 ou 20 chefs d'État sont ou ne sont pas surveillés. C'est désormais la surveillance structurelle dans notre société qui doit être traitée. Je vois le téléphone d'Angela Merkel comme une métaphore du téléphone de tout le monde. C'est ça l'enjeu. L'Allemagne mène la contestation. 25 000 personnes sont en rendez-vous de la manifestation Freedom Not Fear. Ici, l'affaire Snowden cristallise la crainte d'une surveillance de masse qui réveille les fantômes du passé. Gebt mir 10 Zeilen, die der bravste Mensch geschrieben hat, die ihr kennt, und ich werde etwas darin finden, ihn hängen zu lassen. Connu sous son nom de hacker, Padloun a créé il y a 27 ans Digital Courage, la plus ancienne association de lutte pour la défense de la vie privée et de la protection des données en Allemagne. La première manifestation suite à l'affaire Snowden avait pour thème l'archivage des données. La NSA pratique également ce stockage de données. À notre sens, c'est illégal. Nous devons veiller à ce que ces sauvegardes ne deviennent pas légales. Maintenant, grâce à Snowden, les gens savent que nous, les hackers, racontons la vérité à ce sujet depuis des années. Nous ne sommes plus des farceurs, car nous avions raison. 13 ans après la riposte avortée de l'Europe contre Echelon, le programme américain de surveillance des citoyens européens, la thématique de la surveillance de masse revient sur le devant de la scène au Parlement européen.
l'institution ouvre ses portes à ceux qui autrefois étaient considérés comme de simples contestataires. La NSA a été guidée à tout moment par le désir d'occulter, de se soustraire, d'éluder, de mal interpréter, d'ignorer les autorités légales, dans le but d'étendre ces pratiques de collecte de données. Les gens qui se sentent concernés par la vie privée et les libertés civiles, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis, doivent partager la même inquiétude sur cette question. Maintenant, la vie privée de tout le monde, nos données personnelles et leurs historiques deviennent l'équivalent d'une propriété étatique secrète, détenue pendant des années comme des données précriminelles, au cas où elles seraient nécessaires dans le futur. Les politiques ont-ils les moyens de barrer la route à la NSA? Si le politique cesse de légiférer dans un domaine parce qu'il est prétendument trop tard, le politique doit démissionner. Cette énorme quantité de données ne doit pas nous exonérer de la tâche d'élaborer des lois afin que la collecte de ces données ne soit pas utilisée à de mauvaises fins. À l'ère du numérique, le rôle du politique reste d'empêcher la mauvaise utilisation des données dès qu'elle se produit. Si le Parlement européen demeure sensible à la problématique des libertés individuelles, en France, à l'automne 2014, on vote dans l'indifférence un article de la loi de programmation militaire 2014-2019 qui rend possible la surveillance de chaque citoyen à travers sa vie connectée. Merci, abstention. L'article 13 est adopté. Ce qui a suscité le plus le débat hier, eh bien, c'est l'article 13 de ce projet de loi. Débat suscité notamment chez de nombreux acteurs du numérique, puisque cet article 13 prévoit l'accès renforcé des services de renseignement de la gendarmerie et de la police aux données téléphoniques et aux données informatiques, cela dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée. Coïncidence ? Cet article qui modernise la loi sur les écoutes datant de 1991 est entré en vigueur moins d'une semaine avant les attentats de janvier 2015. Les hommes politiques, moi j'en ai discuté avec un certain nombre de députés qui sont en charge de ça. Il y a un consensus, je dirais, gauche-droite sur ce qu'il faut faire. La vraie question, c'est comment expliquer à l'opinion publique que l'État français puisse finalement accéder à un certain nombre de données, de vos propres données, et quel est l'équilibre entre votre vie privée et finalement la sécurité. Pour encadrer les écoutes des services de renseignement, les législateurs américains ont opté pour une cour secrète composée de 12 juges indépendants. Par contre, en France, c'est la CNCIS qui est chargée de vérifier la légalité des autorisations d'interception. Elle n'a de compte à rendre qu'au pouvoir exécutif. En France, on est loin de la mobilisation des Allemands à propos de la surveillance. La Quadrature du Net est l'une des rares associations françaises qui participent activement au débat européen. La France vote la loi de programmation militaire parce que ces pratiques sont déjà en cours, parce que les services français sont déjà en train de surveiller les citoyens. Et peut-être qu'ils le font pour eux, mais aussi pour le compte de la NSA. Peut-être que ça fait partie de ces deals, où nous, on va obtenir des informations qu'on vous donne, et vous, en échange, vous nous donnez d'autres informations. Et donc, on a l'impression que c'est cette espèce de marché noir du renseignement, ce grand bazar du renseignement, c'est un petit peu emballé et parti comme ça, en dehors de tout contrôle. On a l'impression d'une espèce de cancer qui viendrait parasiter l'hôte qui est la démocratie, qui est notre société, et on se demande bien comment on va pouvoir l'endiguer. We can act now and make a difference for ourselves and everyone we know by using free and open source software that belongs to everyone and that we can always control. By switching to decentralized services that make it possible to know where our data is and what happens to it. And by using end-to-end encryption
to guarantee that our private communications are, well, private. So let's raise awareness about the impact of global surveillance. And let's ensure that our political leaders protect our privacy and promote technologies that, instead of controlling people, liberate them. Protéger notre vie privée, c'est tout l'objet de la Commission nationale informatique et liberté. Alors, en fait, on a été consulté sur la loi de programmation militaire, mais pas sur le fameux article 13 qui a suscité autant de controverses dans la presse. Et donc, c'est un article qui permet aux services de renseignement d'avoir accès aux données de connexion qui existent déjà de longue date. Donc, les données techniques enregistrées par les opérateurs de télécommunications, mais d'abord de façon un peu plus extensive en termes de nature des données et surtout en temps réel. Donc, dans le fond, ce texte, il transforme l'accès à un stock à un accès à un flux. Donc, il transforme la donnée de connexion quelque part en une forme d'écoute. Alors, on a regretté de ne pas avoir été officiellement consulté parce que c'est quand même un changement très important de potentialité pour les services de renseignement. C'est terrible de penser que la loi, finalement, ne devrait plus avoir son mot à dire dans ce domaine. Et l'idée même de, finalement, écarter les juges de tout contrôle démontre combien il y a un danger qui est énorme. Je ne sais pas si les populations réalisent à quel point elles sont en train de se donner pieds et mains liés, de se livrer totalement dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, dans leur déplacement, dans tout ce qui touche finalement à l'intime, combien elles offrent ça, et il faudrait en plus renoncer au contrôle que devrait offrir la loi et au contrôle que devraient offrir les magistrats. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Delarue, le nouveau président de la CNCIS, a dit que le risque est grand de voir se développer de nouvelles approches plus ou moins intrusives, sans disposition législative et donc sans les garanties qui entourent les interceptions de sécurité. C'est la veille de l'attentat du 7 janvier contre Charlie Hebdo que l'économiste et écrivain Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, nous livrait son analyse sur cette loi de programmation militaire. La principale question, c'est qui a le droit de contrôler ceux qui prennent la décision de surveiller. Et là, on se trouve devant l'arbitraire du pouvoir exécutif qui n'est pas sous le contrôle du juge. Bon. Tant qu'on est en démocratie, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'on n'est pas dans un cas d'urgence, je ne pense pas que demain matin, le pouvoir politique va utiliser cette loi de façon mal intentionnée. Mais en fait, le texte est là. Et n'importe quel pouvoir politique n'a pas besoin d'un nouveau texte pour contrôler les citoyens sans aucun contrôle du juge aujourd'hui. Voilà. À quoi pourrait ressembler une société dont le dispositif sécuritaire utiliserait tout le potentiel du big data? In the future, my nightmare is that mon cauchemar pour le futur serait que nous ayons les moyens de prédire ce que les gens feront et quel comportement ils pourraient avoir. On pourrait imaginer qu'on puisse découvrir qu'Edward Snowden est sur le point de révéler des informations et d'être un dissident avant même qu'il agisse. Et bien sûr, pas besoin que ce soit infaillible. Donc non seulement on va attraper Edward Snowden, mais aussi 3 ou 4 autres personnes avant qu'ils agissent. Et là, ce serait une sorte de techno-totalitarisme. Il est très important que nous évitions que tout cela se produise. Tous ceux qui pensent que c'est juste de la science-fiction sont simplement ignorants de l'histoire. Trouver le coupable avant qu'il ne commette son crime. Ce n'est pas de la science-fiction. Le monde du prédictif se profile. À Santa Cruz, en Californie, une unité de police pionnière utilise déjà le prédictif pour aider leurs patrouilles et maximiser les réussites de leurs interventions. C'est l'ordinateur qui guide cette nouvelle forme de surveillance. L'obsession de l'anticipation est une doctrine très prisée dans la tactique militaire.
Les systèmes de caméra ne sont pas particulièrement efficaces parce qu'ils vous donnent l'information seulement après que le crime ait été commis. Ici, nous prévenons les actes avant même qu'ils ne se produisent. Nous espérons que par notre présence, nous évitons que le crime soit commis. Ou s'il l'est, nous essayons d'attraper le suspect pendant le crime. Grâce à cela, nous pensons pouvoir intervenir avant que le crime ne soit perpétré. Et dans ce cas, il n'y a plus besoin de caméra pour nous dire ce qu'il s'est passé. Le projet Predpol n'est pas une simple émanation de la police locale. Il s'agit d'une innovation du département des sciences de l'Université Santa Clara. Predpol, c'est de la police prédictive. L'idée de Predpol est de mettre à disposition un logiciel aux policiers sur le terrain pour les aider à mieux travailler. Nous leur donnons la position, la période de la journée et l'endroit de la ville où il y a un risque élevé qu'un crime soit commis. Ils peuvent alors se rendre sur place et éviter le crime avant qu'il se produise. Sur la carte de la ville, on peut voir où les crimes se sont produits et où Predpol prévoit que des crimes vont être commis. Avec le modèle prédictif, nous utilisons différemment les données. Nous ne regardons pas seulement les crimes passés, nous voulons savoir où les crimes d'aujourd'hui vont se produire. Et les données alliées à la puissance de l'ordinateur vont nous le dire. Chez Predpol, nos algorithmes utilisent les données des crimes passés. Nous avons pris les données de la police de ces 10 dernières années. Nous les intégrons tous les jours dans nos calculs, comme si ces crimes commis sur 10 années s'étaient produits hier. C'est ainsi que nous prévoyons où les crimes vont probablement être commis demain. Un nouveau débouché pour l'utilisation des données. Une mise en perspective mathématique des événements et des comportements pour anticiper le futur et réduire le hasard. Un officier de police peut couvrir 1% de la ville. Notre objectif chez Predpol est de trouver le maximum de crimes dans ce 1%. Alors, ils peuvent aller dans ces zones et éviter les crimes. Il faut voir par exemple que notre algorithme peut révéler 10 à 15% de crimes en plus dans ce 1% de la ville. Donc, nous obtenons 10 à 15 fois plus d'efficacité qu'une patrouille faite au hasard. Certainement que les données collectées par Google ou Facebook peuvent être utilisées pour prédire un grand nombre de choses. Même certains incidents criminels peuvent être prédits par les fils Twitter ou les publications de Facebook. Sans doute que d'autres aspects de nos vies peuvent être compris et quantifiés en analysant les données que ces sociétés collectent. Tout ce qui est préventif mérite qu'on l'accepte. À condition que ce soit une prévention réelle. Par exemple, plutôt que d'arrêter quelqu'un dont on pense que dans 6 mois il va commettre un meurtre, je préfère qu'on le mette en situation de ne pas le commettre en le formant, en l'éduquant, en lui donnant une situation qui lui permet de ne plus être dans l'engrenage qui va le conduire au meurtre. Donc la prévention doit être une prévention de revalorisation de soi et non pas de coercition. La réponse est désormais entre les mains des citoyens. Chercher des solutions pour faire face aux défis d'un monde sans frontières numériques, c'est l'objet des rencontres du Chaos Communication Congress. Dans ce haut lieu de la dissidence informatique, par la maîtrise de la technologie, on apprend à protéger sa vie privée et à se cacher d'une surveillance hors contrôle. Ici, on réfléchit aussi à la société de demain et à la défense de cet idéal de plus en plus abstrait qu'est la démocratie.
C'est particulièrement important pour les enfants et les jeunes de bien comprendre la technique. Il ne faut pas que ça reste inconnu pour eux. Il faut aussi leur faire saisir que tous les objets de leur environnement sont technologiques. Il faut qu'ils apprennent à grandir avec ces technologies, mais en sachant comment elles fonctionnent. Et une fois maîtrisées, qu'ils puissent modifier et adapter ces technologies à leur convenance. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre des mesures extraordinaires pour protéger notre vie privée dans une société libre. Par contre, les gens n'auront pas d'autre alternative dans une société prison. C'est ainsi que les gens devront communiquer, parce qu'ils vivront dans une société où leurs moindres faits et gestes seront surveillés. Et s'ils veulent franchir la ligne rouge, il leur faudra utiliser la ruse. Il leur faudra être astucieux pour protéger leur vie privée et leur communication. C'est ce que nous devons éviter. Nous ne pouvons pas nous permettre de croire en un monde si funeste. Nous devons continuer à affirmer la liberté que les gens doivent attendre dans une société démocratique. Ces techniques de surveillance vont permettre de surveiller l'électeur, de mieux savoir comment il vote, comment il se comporte et comment l'orienter dans son comportement. Parce que toutes ces techniques de big data seront, par exemple, sur quel réflexe appuyer pour faire voter les gens dans telle ou telle direction. On saura les faire consommer, on saura les faire voter. Et il y a un vrai risque d'une sorte de transformation de la démocratie en une mascarade de démocratie où les gens ne seraient plus que des citoyens consommateurs ou consommateurs citoyens utilisés par des systèmes qui sauront très bien comment les manipuler. Excuse me. What's up? What are we doing here? Oh, I'm taking a video. I'd appreciate it if you'd go somewhere else with that, okay? Oh, it's fine. It's just a video. It's offensive to me. Excuse me, I'm trying to have a private conversation. Could you respect that? And she just didn't get it. Just a video, man. I hear you. Okay. I'm having a private conversation. Would you please move? It's just a video. Do you not understand what I'm saying? It's a private conversation. All right, calm down. Leave. Calm down. Leave. It's just a video. Fuck you.